l'échelle européenne, nous coordonnons le projet sur les échanges de pratiques entre formateurs pour une société inclusive, dit projet EPSI. Nous avons constaté que dans différents pays européens, un grand nombre de professionnels développent des démarches pédagogiques sur des questions de citoyenneté et d'inclusion afin de favoriser l'accueil des personnes immigrant en Europe. Cependant, ces démarches ne sont pas partagées et elles ne constituent pas un catalogue de ressources identifiables, visibles et médiatisées. Afin de combler cette lacune, le projet EPSI consiste à favoriser les échanges entre acteurs et actrices européens, détenant une expertise reconnue dans le domaine de l'accueil et de l'accompagnement. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je m'appelle Tariq Boyachi, je suis facilitateur chez 4Motion et je suis aussi, chercheur d'outils et de concepts pour faire avancer les choses. Merci. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu 4Motion qui se situe au Luxembourg? Quelles sont vos principales missions? Notre principale mission, disons si je devais synthétiser et intégrer dans cette définition l'ensemble des acteurs de 4Motion, je dirais qu'on est des acteurs du changement social et on intervient dans différentes sphères comme celle de l'intégration, le genre, l'employabilité, avec des outils qui relèvent de l'éducation non formelle et de la participation citoyenne. Si vous deviez nous parler, vous, de votre travail en tant que facilitateur, qu'est-ce que vous diriez ? Mais disons que je facilite... C'est ma montre. Je facilite des processus de décision, de formation, d'acquisition de connaissances, de compétences. Donc c'est ce que je fais, et puis je le fais au travers de différents dispositifs, que ce soit des ateliers d'écriture, que ce soit un accompagnement ciblé de certaines structures pour développer des outils participatifs, par exemple. Ça, c'est des missions sur lesquelles je vais être engagé dans les prochains mois. Voilà ce que je fais concrètement. Quels sont... nous sommes dans le cadre d'un projet EPSI, dans le cadre d'un projet Erasmus+, qui s'intitule « Échange de pratiques entre formateurs pour une société inclusive ». Quelles sont les démarches et outils pédagogiques que vous avez rencontrés, que vous avez découverts pendant ce projet et que vous allez mettre à profit du contexte luxembourgeois aujourd'hui? Je dirais qu'il y a deux choses principalement. D'abord, il y a la démarche socio-constructiviste qui me semble peut-être utilisée dans différents lieux, dans différents espaces, et je pense qu'on gagnerait, nous, à aller un petit peu dans cette direction-là. La seconde chose, c'est un petit peu plus pratique, c'est un dispositif qui s'appelle Porteur de parole, auquel on a été formé à Marseille, et dès qu'on est rentré de notre échange à Marseille, en fait, on a essayé d'appliquer tout de suite ces nouvelles compétences, et on les a adaptés à des projets sur lesquels on va travailler dès cette année, en fait. Donc, on est déjà dans l'expérimentation et dans l'adaptation de ces outils-là à notre réalité luxembourgeoise. Si vous deviez parler de l'outil porteur de parole à des personnes qui ne connaissent pas du tout cet outil, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Porteur de parole, c'est un dispositif qui se fait dans l'espace public et qui consiste en fait à aller poser une question en partie polémique pour aller récolter la parole en fait des habitants, des résidents. Et l'intérêt du dispositif, c'est qu'en fait on va poser la question sur un encart et juste à côté de cet encart, on va mettre en fait les réponses des passants.
Et les réponses des passants ont ce pouvoir d'arrêter les autres passants et de les inviter à se questionner à leur tour, tout en regardant ce que leurs voisins, collègues ont mis sur ces panneaux. Et donc ça permet en fait d'amener le politique, la discussion politique dans un espace public où d'habitude on n'a pas l'habitude qu'elle soit. Ça permet aussi d'aller cibler des endroits précis pour aller à la rencontre d'une population particulière, ce que ne nous permettaient pas nos autres outils. Donc, en direction à qui est-ce que vous allez vous adresser en proposant cet outil? Quels seront les publics cibles? Dans le cadre des assises de l'égalité que je vais contribuer à organiser pour la ville de Esch, par exemple, tous les mois, on va aller dans l'espace public avec un dispositif porteur de parole, ce qui va nous permettre en fait d'inclure tout de suite la population résidente, de faire remonter des questionnements aussi des populations. Donc c'est un outil à la fois pour donner la parole, mais aussi pour préparer un événement communal, et pour qu'il soit le plus possible à l'image de la population auquel il est destiné. Aujourd'hui, quels sont les passeurs, les références sur lesquelles vous vous appuyez dans le cadre de vos pratiques? La première réponse que je donnerais, ce serait ma grand-mère. Est-ce que c'est un passeur ou un penseur? Probablement que oui. En second lieu, je dirais Bourdieu. Et notamment sa théorie des champs sociaux, les champs culturels, qui est très présente dans mon travail et dans ma façon d'envisager l'action sociale. Comment est-ce que ces passeurs vous permettent aujourd'hui de construire des savoirs qu'on appelle des savoirs inclusifs? Je ne suis pas sûr de pouvoir simplement répondre à cette question. Mais je dirais que c'est à la fois, pour les deux, c'est à la fois une source de force, une source une assise en fait structurée qui permet en fait de viser une direction à partir de là où on est. Et Bourdieu me sert à ça, ma grand-mère aussi. Après, concrètement, comment est-ce que ça agit sur le caractère inclusif des projets sur lesquels je travaille? Ça, c'est peut-être une question qu'il faudrait que je creuse. En quoi est-ce que vous faites à ForMotion, pour toi, participer à une société plus inclusive? On travaille sur les stéréotypes. On travaille beaucoup avec les plus jeunes, avec qui on travaille sur le genre, sur la diversité, sur l'intégration. Il y a un souci? Non. On travaille sur l'employabilité des jeunes. Et en fait, à chaque fois qu'on transmet des compétences, on a toujours à cœur d'utiliser des méthodes qui soient inclusives, justement, et qui permettent au plus grand nombre l'accès aux compétences qu'on essaye de développer, que ce soit la citoyenneté ou autre chose. C'est essentiellement par nos méthodes inclusives, justement, qu'on inclut. Si vous deviez identifier des limites aujourd'hui aux initiatives d'inclusion au Luxembourg, si vous deviez identifier 2-3 limites, comment est-ce que vous les nommeriez pour réellement vous permettre de construire des pratiques inclusives? Quelles seraient ces limites aujourd'hui? Disons qu'il y a des limites contextuelles, notamment quand on travaille par exemple sur la question de l'intégration des étrangers. On est dans un contexte où il y a eu un référendum où les Luxembourgeois ont dit expressément qu'ils ne voulaient pas donner de droit de vote
aux étrangers. Et donc on est un petit peu empêtré là-dedans parce que nous on continue de considérer que c'est important que les étrangers puissent avoir toute leur place dans la société, y compris sur le versant politique et le versant participation à la vie politique. Et donc on doit se battre dans un contexte où clairement les gens se sont positionnés contre ce qu'on essaye de faire. Donc ça c'est pour ce qui est de l'intégration. Pour ce qui est du genre, c'est encore un autre phénomène. Une des difficultés que j'ai, par exemple, quand je suis confronté à des personnes qui veulent faire des choses en lien avec le genre, c'est qu'en fait, ne comprenant pas les concepts de base, la plupart du temps, on reste dans des choses très superficielles. Et donc, du coup, parfois, une des limites qu'on peut avoir dans notre action, c'est de simplement agir en tant que pansement sur des phénomènes qui sont beaucoup plus systémiques et beaucoup plus larges que la simple manifestation sur laquelle on nous demande de travailler. Et c'est toujours très difficile de travailler sur les choses systémiques. Alors nous sommes en 2020. Si vous deviez nous parler de 3 chantiers que vous souhaitez développer justement sur la question de l'inclusion, de quel chantier est-ce que vous auriez envie de nous parler pour partager ça avec d'autres pays, d'autres formateurs, animateurs, facilitateurs? Alors il y aurait 3 chantiers. Le premier, ce serait la question de la préparation individuelle et collective à ce que j'appelle l'effondrement imminent. Donc ça veut dire en fait différentes choses. Ça veut dire que on est censé se réapproprier l'outil démocratique, on est censé aussi se réapproprier l'outil productif, etc. En fait, il y a toute une démarche de résilience qui passe aussi par l'éducation politique, la réappropriation du système politique, et c'est une des choses qui m'attend en fait pour la décennie à venir. Je suis pas tout seul à travailler sur ces questions, mais c'est une des choses dans lesquelles j'aimerais me développer. L'autre aspect, c'est renforcer nos équipes, à la fois d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Et le troisième point, c'est peut-être celui qui est lié au deuxième, c'est celui de la formation continue. Moi, j'aimerais bien peut-être reprendre un master dans les années à venir, quand mon fils sera un petit peu plus grand. Ça fait partie des choses que j'ai prévues dans la prochaine décennie. Si vous aviez des messages à faire passer à des formateurs, des modérateurs, des facilitateurs qui débutent dans globalement ce qu'on appelle le domaine de l'inclusion, qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Qu'est-ce que vous pourrez leur conseiller? Qu'est-ce que vous pourrez finalement leur transmettre comme ressources, comme alternative possible pour bien commencer ce travail? Peut-être la première recommandation, ce serait de prendre le temps de réfléchir sur le cadre du travail, sur les relations interpersonnelles qu'on a envie de développer dans ce cadre, et peut-être discuter de la question des valeurs. Parce que je pense que si ces étapes ne sont pas respectées, le travail par la suite s'en ressent très fortement. La résilience du travailleur en est affectée et sur le long terme, c'est beaucoup plus difficile de travailler sereinement. Donc je dirais, avant même de penser à se former individuellement, ou en tout cas en parallèle, je pense qu'il est important d'avoir aussi un travail sur la structure et sur ce qu'elle porte en tant que structure. Très bien. Est-ce qu'au lendemain d'un projet psy comme celui-là, vous construirez d'autres projets européens et sur quelle thématique?
Oui, pour ce qui est des thématiques, j'en ai pas mal en réserve. Il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup faire avec certains pays d'Afrique du Nord autour de la permaculture et de la résilience. Voilà, donc ça c'est un projet que j'aimerais faire à moyen terme, mais pour ça je manque de formation et donc il va falloir que j'avance. Merci. Merci Tarek.